Togo Info, le Togo à votre portée. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue au D12 de Pyramide FM. Nous sommes le dimanche 26 janvier 2020, le 26 février dans un mois donc. Le Togo aura déjà un nouveau président, il peut s'appeler encore Fagne Singbe, ou se trouver une nouvelle appellation en se déguisant en Aimé Gogué, en Dr Georges Kwesson, en Agbeme Kodjo, en Jean-Pierre Fabre, en Maître Kassona Traoré ou encore en Woulou Komi. 7 prétendants. Le premier cité postule pour la 4e fois à la présidence. Les autres l'ont tenté une, deux ou peut-être jamais auparavant. C'est le cas de Woulou Komi, enseignant des universités du Togo. Un enseignant va-t-il finir par prendre le fauteuil de Lomé 2? C'est vrai que les portes de l'université débouchent sur Lomé 2, mais franchir le boulevard Yadema n'est-il pas un autre exercice? Sur les campus de Lomé et de Kara, les exercices sont les données les mieux partagées par les enseignants. Cette expérience sera-t-elle suffisante pour faire la compagnie des autres chefs d'État issus des Nations Unies? Les Nations Unies regardent le Togo. Elles encouragent le pays à organiser de nouvelles élections justes, transparentes et sans violence. Ibn Chambas est revenu au Togo. Le représentant de l'ONU a de nouveau porté son habit de missionnaire. Les Togolais doivent-ils toujours s'adosser aux missions de bons offices des organisations internationales pour porter le processus électoral? Les rencontres avec les candidats et divers autres acteurs, c'est Ibn Chambas. L'examen du fichier électoral, c'est l'OIF et la CEDEAO. Après près de 30 ans d'assistance de la communauté internationale, le Togo et les acteurs publics tirent-ils suffisamment leçon des enseignements, expertises et recommandations laissées au pays? Le fichier examiné donne 3 614 056 Togolais. Ils se rendront aux urnes le 22 février. Chacun posera son doigt sur le candidat de son choix. Exemple, Kassona Traoré en première position ou Agbeyome Kodjo en 7e position. Cette semaine, la CENI a défini l'ordre des candidats sur le bulletin unique. Et la case 4 est celle occupée par le candidat Fagne Singbe. Le 6 par Jean-Pierre Fabre. Le président de l'ANC est ouvertement contre la candidature de Fagne Singbe. Celle-ci doit être invalidée, soutient-il. Quelle est la portée de la démarche? Quelles sont ses chances? On pose habituellement les mêmes questions autour des sportifs. Ceux qui portent les maillots de la sélection nationale de football vont se retrouver avec les Sénégalais, les Congolais, les Namibiens. Et naturellement, la question est celle-ci. Quelles sont les chances des Togolais en route pour la Coupe du Monde Qatar 2022? Pour Qatar, la route va être sans doute longue, plus longue que l'Omekara, éclaboussée par un grave accident dans le quartier Tomdé. Il y a eu des morts, des blessés, mais aussi d'importants dégâts. Notre invité était passé ces derniers jours par Tomdé à Kara, c'est le professeur Woulou Komi du PSR qui est notre invité. Voici les numéros de l'émission 96 50 34 37 et 70 43 09 70. Princesse Lasbouga Koudehor est le technicien du jour. Professeur, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce du Seigneur. Vous parlez beaucoup de Seigneur. Ah, c'est évident. Pour moi, sans lui, je ne suis rien. Et je suis sincère. Voilà. Tout d'abord, cette actualité liée à la nouvelle épidémie dans le monde, le coronavirus sévit en Chine. Mais plusieurs cas sont signalés dans plusieurs pays dans le monde. On en signale aux États-Unis, en France, en Europe, donc, et puis en Australie. Que doit-on faire au Togo? Merci beaucoup pour cette première question d'importance capitale, mais aussi d'abord félicitations pour la brillante présentation que vous venez de faire de toutes ces transitions. Je crois que... Vous parlez de l'introduction? De l'introduction. Très, très, très intéressant. Et la question donc de ce virus, coronavirus, qui bouleverse, je dirais déjà le monde entier, inquiète. Il faudrait que nous puissions au Togo prendre des dispositions adéquates. Nous savons que la maladie vient de la Chine, c'est le foyer en réalité de cette maladie. De sorte que tous ceux qui viennent de la Chine, ceux qui, pour des raisons diverses, sont passés par le foyer de cette maladie, il faudrait qu'on puisse déjà, dès leur entrée sur le territoire togolais, les identifier et prendre des dispositions nécessaires pour les suivre. Parce que vous voyez que d'un point de vue sanitaire, nos structures ne sont pas aussi bien adaptées que celles de certains pays comme les États-Unis, la France. Peut-être de façon plus efficace, ils peuvent y faire face,
Et dans ces conditions, nous devons prendre toutes les dispositions nécessaires. Et je crois que déjà ceux qui viennent de l'aéroport, les méthodes de détection de cette maladie, je crois d'abord relativement à la température, qui est un élément à prendre en considération, et sur cette base certainement des analyses supplémentaires pour pouvoir identifier les personnes susceptibles d'être malades, pour éviter vraiment que le Togo ne soit exposé à ce danger. Et j'espère que les autorités ont déjà pris les mesures nécessaires. L'OMS, mais aussi le gouvernement du Togo, demande aux populations une plus grande vigilance. Est-ce que vous joignez votre voix à ces différents appels? Oui, c'est une évidence, il faut le faire. La vigilance au niveau d'abord des populations, de sorte que toute situation anormale puisse être signalée aux autorités, et également vigilance au niveau des agents de la santé surtout, puisque les malades s'adresseront certainement à eux. Et lorsqu'ils s'adressent à eux, il faudrait qu'ils prennent les dispositions nécessaires, d'abord pour leur propre sécurité aussi. Et si je ne me trompe pas, déjà en Chine, je crois qu'un médecin en est décédé déjà, si je ne me trompe pas. Et il va de soi que... Vous avez la bonne information. Voilà, merci beaucoup. Ceux-là qui sont chargés de nous soigner sont les plus exposés également. Et donc une vigilance est nécessaire, et pour chacun d'entre nous, pour le citoyen, pour les autorités, mais également pour le corps soignant. Vous savez qu'à propos des virus, très souvent, les foyers de départ, pour ce qui concerne Ebola par exemple, c'est l'Afrique, et puis il y avait eu d'autres virus également, dont on a signalé les foyers de départ du continent africain. Mais très près de nous, à Abidjan, on parle d'un cas suspect de ce coronavirus. Une étudiante serait revenue de Pékin et puis présenterait des signes similaires à ce qui est diagnostiqué un peu partout. Et là, est-ce qu'on doit commencer par prier, pas prendre des dispositions beaucoup plus urgentes au Togo? Oui, c'est indispensable, peut-être que j'ai eu à le dire. Vous savez, le monde est devenu aujourd'hui un petit village, parce qu'avec ces moyens de déplacement très très faciles et très modernes, et on fait le tour du monde en quelques jours. Il en résulte que chaque jour, certainement, et des dizaines de personnes peut-être viennent de la Chine. Et de quelle partie de la Chine, nul ne saurait le savoir. Et c'est justement pour cette raison qu'il faudrait prendre toutes les dispositions, et de sorte que, si nécessaire, on mette ces personnes en quarantaine. Parce qu'une fois que ça commence à se développer, et le traitement devient difficile. Hier, je crois déjà qu'il y a eu plus de 56 millions de personnes qui ont été mises en quarantaine en Chine. Et ils sont passés à 1300 hier, je crois, et personnes déjà atteintes en moins de quelques jours. Et vous voyez que c'est un phénomène très, très, très inquiétant. Prenons ça au sérieux et prions également le Seigneur, de sorte qu'on soit à l'abri de ce mal. Merci beaucoup. Nous entamons cette émission comme ça. Vous êtes là parce que vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Vous étiez ici il n'y a pas très longtemps. Vous étiez juste simple secrétaire général du parti PSR. Vous êtes devenu candidat à une élection présidentielle au Togo. Est-ce que ce n'est pas lourd à porter? Je l'avoue, c'est très lourd à porter, c'est vrai, mais je l'ai fait en toute connaissance de cause. Ce n'est pas une décision prise à la légère. Et j'avais déjà dit une fois que depuis très longtemps, je réfléchissais sur la situation de mon pays. Donc de ce point de vue, d'un point de vue technique, c'est-à-dire par rapport aux mesures à mettre en œuvre, et aussi d'un point de vue psychologique, et je m'y suis préparé depuis très longtemps. Et c'est lourd, et j'y ferai face. Et je sais également, vous l'avez dit il y a quelques instants, je sais que moi je ne suis jamais seul. Et Dieu est toujours avec moi. J'y crois. Ce n'est pas une question simplement de le dire du bout des lèvres, c'est ce que nous croyons dans notre cœur qui est le plus important. Et je crois fermement que je ne suis jamais seul. De sorte que ce fardeau ne sera pas le mien à moi tout seul, ce sera un fardeau de tout le peuple togolais, puisqu'ensemble nous devons travailler. Et je sais aussi que Dieu nous y aidera. Et en cela, relevez-vous ce qui est inscrit dans la constitution togolaise. Donc nous, peuple togolais, nous plaçons donc sous la protection de Dieu. Et j'y crois fermement. Voilà. C'est clair que d'autres candidats sont passés également par ici. Ils ont parlé de croyance, ils ont parlé même de révélation venant du Seigneur. Mais on sait aussi que ce n'est pas suffisant pour devenir chef d'État d'un État. Mais bien évidemment. Et moi, je n'ai pas parlé de révélation du Seigneur.
Mais je sais que la parole même dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Et je sais aussi que Dieu, qui est au-dessus de tout, connaît nos cœurs. Et bien évidemment, il connaît également nos faiblesses et nos capacités. Et je suis tenté de dire, comme cela a été dit à Paul, et ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je connais mes faiblesses, je connais mes insuffisances, je connais aussi mes qualités. Et je sais que ces faiblesses, ces insuffisances, si mon projet s'inscrit dans le plan de Dieu, toutes ces faiblesses seront transformées en force et pour la gloire de Dieu et dans l'intérêt du peuple togolais. Mais vous, personnellement, est-ce que vous croyez en un plan de Dieu, vous concernant? Ah, bien évidemment. Quel est ce plan? Quel est ce plan? Vous savez, je ne peux pas vous dire qu'il y a une sorte de révélation. Et ce que moi je demande toujours au Seigneur, c'est d'être un instrument entre ses mains pour réaliser lui sa volonté, pour la gloire de son nom. Et où je suis chrétien, ou je ne le suis pas. Étant chrétien, je crois qu'en toute chose, je dois demander d'abord que sa volonté soit faite. Et je sais qu'il a ce pouvoir de faire de moi cet instrument entre ses mains. Pas pour ma gloire, pas pour ma fierté, mais pour le bonheur des Togolais et pour la gloire de Dieu. Et pour cette raison, je prie, je lui confie tout et j'y crois. Vous savez qu'on posera toujours la même question de différentes manières, puisque votre candidature suscite beaucoup de questions. C'est la première fois que vous décidez à déposer votre candidature. Vous êtes engagé dans le processus politique au Togo depuis une trentaine d'années, n'est-ce pas? Disons que depuis 1998, on peut situer ça à 20 ans. À une vingtaine d'années. 21 ans environ. Voilà. Donc, disons qu'avant cela, dans les mouvements estudiantins, j'y étais et j'ai travaillé, mais j'ai été aussi absent du pays de 91 à 96. Donc, en 96, je suis revenu et après mes études, j'ai commencé à enseigner à la faculté de droit de Lomé. Et déjà en 98, j'étais totalement engagé politiquement. Qu'est-ce qu'un enseignant de l'université veut chercher à la présidence de la République? Vous savez, un enseignant d'université est avant tout un citoyen togolais, donc préoccupé par les problèmes de son pays. Et lorsque, en 1998, d'abord, je m'étais impliqué politiquement en créant, donc, avec des amis, un parti politique. Et effectivement, c'est parce que la façon dont la politique se faisait dans notre pays ne nous plaisait pas trop. Et nous étions convaincus depuis que nous pourrions apporter donc notre contribution de sorte que les choses puissent changer. Et aujourd'hui, cette préoccupation est encore d'actualité. Elle est d'actualité. Et je crois fondamentalement qu'il y a une façon de faire la politique. Et la façon dont elle est faite aujourd'hui ne correspond pas totalement à mes aspirations. Et de ce point de vue, je sais que je peux beaucoup apporter au peuple togolais, je peux beaucoup apporter à la politique togolaise et je peux beaucoup insuffler une nouvelle dynamique à notre pays pour que nous puissions devenir un État moderne, pour qu'une véritable nation puisse naître. Et je crois que je n'ai pas de doute sur ces réalités. Vous savez très bien qu'à l'université de Lomé, vous êtes payé peut-être à 1 ou 2 millions. Et je ne sais pas où est-ce que vous trouverez les moyens pour pouvoir financer votre candidature, parce que vous savez très bien aussi que une élection présidentielle, c'est beaucoup d'argent. Vous savez, vous avez pleinement raison, et vous avez vu aussi qu'il s'en est fallu de peu que ma candidature ne soit pas retenue, parce que c'est à le dernier jour que la CENI, de façon irrégulière, a demandé que nous puissions payer la caution. Alors que généralement, les dossiers, une fois validés, vous aviez 24 à 48 heures pour le faire. Mais Dieu a pourvu. Et je sais que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Et c'était un miracle qu'il ait fait. Il a commencé, il va achever. Et en plus de cela, je vais vous dire que j'ai, je dirais même des centaines ou milliers de jeunes bénévoles sur le terrain actuellement, qui sont en train de travailler sans demander à être payés. Et des jeunes bénévoles et qui savent que les choses doivent changer. Vous savez, par rapport à ce que vous venez de dire, on dit souvent que pour faire de la politique, il faut être riche, il faut avoir de l'argent. J'ai convaincu ou bien expliqué aux jeunes que si ce sont les riches qui doivent faire la politique, ne vous attendez pas à ce qu'ils fassent la politique pour que les pauvres deviennent riches.
en réalité. Parce que les pauvres devenant riches seront leurs concurrents. Par conséquent, nous ne devons pas dire que la politique, c'est l'affaire des riches. Ils ne feront jamais la politique des pauvres. Ces jeunes l'ont compris et ils sont sur le terrain en train de travailler. Le minimum dont nous aurons besoin pour gagner ces élections, le Seigneur nous le donnera. Et je sais que le peuple togolais écoute et d'autres personnes également, et nous apporterons les soutiens nécessaires. De combien aurais-je besoin pour remporter ces élections? L'Éternel le sait et il pourvoira à mes besoins. Quand vous parlez de l'Éternel tout le temps, quand vous parlez du Seigneur, ça fait rire sur les réseaux sociaux. Je suis en train de regarder un peu les commentaires. Et est-ce qu'ils n'ont pas raison de sourire, de rire, de douter un peu quand vous évoquez tout le temps le Seigneur? En la matière, je ne porte pas de jugement sur l'attitude des uns et des autres. Certains peuvent en rire. Ça ne me dit absolument rien. Je vous raconte une histoire. Il y a déjà peut-être une quinzaine d'années ou une quinzaine d'années au moins, j'ai un collègue congolais qui était vacataire à la faculté de droit. Il me disait ceci: professeur, il m'appelait souvent professeur, quand nous parlons du droit, j'aime beaucoup t'écouter parce que tes arguments sont très pertinents. Mais quand nous commençons à parler de Dieu, tu deviens bête. C'est ce qu'il m'avait dit. Il me dit, je te présente mes excuses. Quand on commence à parler de Dieu, tu deviens bête. J'accepte que je sois bête dans le Seigneur. Moi, ça ne me dérange pas. Les gens peuvent en rire. Moi, je sais l'expérience personnelle que j'ai faite avec mon Dieu. De sorte que ce que les gens pensent, qu'ils en rient, ce n'est pas mon problème. Et celui à qui j'ai affaire, c'est mon Dieu. Point. Voilà. Mais il y a ce couac-là qu'on a constaté le jour du dépôt de votre candidature. Qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait eu une histoire de 20 millions et que vous avez finalement pu déposer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, moi j'avais déjà fait mes calculs. Je vous le dis, je n'ai pas mes 20 millions. Mais j'ai demandé à des amis de pouvoir m'aider. Et faisant les calculs habituels, je leur ai dit que la clôture des candidatures, c'est le 8. En général, ils ont 2 ou 3 jours pour étudier les dossiers. Et quand les dossiers seront validés, ils nous donneront encore 24 à 48 heures pour aller payer la caution. De sorte que je leur ai demandé de tout faire pour que je puisse avoir les 20 millions, tous ceux à qui j'ai demandé. Je leur ai demandé pour au plus tard le 12 janvier. C'était mes calculs, le 12 janvier. Et donc, le 7, dans la nuit, je crois que la CENI a fait sortir un communiqué. Je n'avais même pas suivi ce communiqué. C'est le 8, le matin, au moment où je voulais aller déposer, que j'apprends que la CENI a fait sortir un communiqué nous demandant de joindre le récépissé. Alors que même, ils n'avaient pas exigé cela dans la liste des pièces qu'ils ont demandées dès le départ. Et ils ne l'ont pas fait à juste titre. Parce que lorsque vous déposez le dossier, quand on suit bien ce que dit la loi, vous aurez un récépissé provisoire. C'est lorsque vous aurez finalement payé la caution, après que votre dossier a été validé, que vous aurez le récépissé définitif. Et c'est justement pour cette raison que la CENI ne nous avait pas demandé de produire ce récépissé. Mais malheureusement, alors qu'il ne restait que 24 heures, ils ont décidé subitement que nous devons payer les 20 millions. Et vous avez vu, je crois, 2 candidats au moins ont été éliminés pour cette raison, ce qui n'est pas normal, à mon sens. Finalement, vous avez pu payer, mais vous avez dû compter sur les amis. D'où la question, est-ce que ce sont ces amis-là qui vont vous porter pour aller à la présidence de la République? C'était 20 millions. Mais maintenant, on va parler de plusieurs millions, de centaines de millions, peut-être de 2 milliards. Et effectivement, je vous l'ai dit, il y a des jeunes, des bénévoles, qui sont sur le terrain en train de travailler. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Dans la journée de cette journée où on me demandait les 20 millions, imaginez que les jeunes s'étaient mobilisés disant s'ils pouvaient eux-mêmes courir de gauche à droite pour rassembler les 20 millions. Oui, ils me l'ont dit après, certains d'entre eux se sont levés, par où passer. Et là, travailler pour les élections, c'est travailler, comme vous le voulez, un travail de terrain, de porte à porte. Le minimum dont nous aurons besoin pour faire nos affiches, le minimum dont nous aurons besoin pour les prospectus, etc., pour nos déplacements, et bien évidemment, et les volontaires pourront le faire. Je vais vous dire même actuellement que les jeunes, je ne sais pas s'ils ont rendu ça public, ont un numéro sur lequel ils veulent demander aux gens de cotiser, parce qu'ils l'ont baptisé, ils ont baptisé eux-mêmes cette candidature, la candidature de la jeunesse. De sorte que je n'ai pas d'inquiétude. Et si de généreux donateurs peuvent le faire, qu'ils le fassent. Je leur ferai
un compte clair, un compte transparent sur ce qui se fera de cet argent. Et je ne m'en approprierai pas, mais je vais le faire et pour gagner ces élections dans l'intérêt du peuple togolais. Je ne sais pas si on peut parler de faiblesses ou de difficultés liées à votre candidature, liées à 20 millions déjà, on constate qu'il y a des difficultés. Vous évoquez beaucoup l'apport des jeunes. On sait très bien que les jeunes sont financièrement limités. Donc, d'où toujours cette question-là. Bientôt, les populations de l'intérieur, ils vont vous réclamer des t-shirts. Ils vont vous réclamer un certain nombre de donations. Et sur ce terrain-là, le parti politique en place, uni, fait beaucoup de choses. Est-ce que déjà vous n'êtes pas trop distancé? Et c'est justement pour cette raison qu'il faut d'abord travailler pour la transformation des mentalités. Je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps que j'essaie de faire comprendre aux gens que si vous vous livrez à ce jeu, c'est que vous acceptez être asservis encore pour longtemps. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont effectivement pu s'enrichir, parfois de manière illégale. Mais lorsque nous ne faisons pas la part des choses pour savoir que gouverner un pays, la qualité pour gouverner un pays ne dépend pas de votre richesse, mais de vos idées, de vos valeurs, pour pouvoir faire les choses dans l'intérêt de tous, bien évidemment, et nous serons encore pendant longtemps dans cette situation. Nous faisons ce travail et nous savons que les jeunes ont compris aujourd'hui que ce ne sont pas les t-shirts, ce ne sont pas les 2000 francs qu'on va leur donner qui vont déterminer leur avenir. Et c'est vrai, les difficultés sont réelles. La transformation des mentalités ne se fera pas en un jour. Et dans certaines zones, effectivement, ils exigeront des fonds. Et j'ai l'habitude de dire, depuis que j'ai commencé à faire ce travail, si j'arrive quelque part, on me demande des sous. Et je dis souvent, si je vous donne même 20 000 francs, cela signifie que celui qui viendra vous donner 40 000 francs, vous allez m'abandonner à son profit. De sorte qu'il faudrait éviter d'aller sur le terrain de l'argent. J'en ai besoin. Ce ne sont pas simplement les jeunes qui me donneront. Je sais qu'il y a des amis disposés à en donner également et chacun le fera à la mesure de ses moyens. Et comme je le dis, ce dont nous aurons besoin pour pouvoir atteindre ce résultat, nous l'aurons. Abraham allant faire le sacrifice sans mouton, le Seigneur en a pourvu. Et je crois qu'il pourvoira. Ça peut faire sourire, mais moi je parle du fond de mon cœur. Ça me fait sourire également, puisque ce n'est pas la première fois qu'on évoque la présence du Seigneur dans le jeu politique au Togo depuis les années 90 et vos prédécesseurs l'ont vainement appelé, puisque ceux qui sont au pouvoir également font appel au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas très longtemps, à la fin de l'année, ils ont même rendu grâce au Seigneur au stade de Lomé. Vous étiez au stade? Je n'y étais pas. Pourquoi? Disons que je crois que ce jour-là, j'avais d'autres préoccupations. Mais vous savez, vous m'excuserez, chacun peut le prendre à sa façon. J'ai un ami, un proche, un étudiant d'ailleurs, qui me le dit souvent, qu'il y a deux sortes de prières. Il y a une prière folklore, et il y a une prière folklore que l'on fait pour que les gens voient. Il y a une prière secrète que vous faites en parlant à votre Dieu. Et de loin, honnêtement, je préfère la prière secrète. Même si je ne suis pas contre ceux qui demandent des prières d'ensemble pour la nation. Ils peuvent le faire, et si j'ai des possibilités d'y aller, j'irai. Mais le plus important, c'est notre rapport personnel par rapport à Dieu et ce que nous lui demandons du fond du cœur. Si nous le lui demandons pour que les gens sachent simplement que nous avons demandé, Dieu lui connaît les cœurs. Nous avons suffisamment parlé de votre candidature et des moyens dont vous disposerez éventuellement pour pouvoir prendre la présidence. Vous faites référence au Créateur du ciel et de la terre. Mais vous savez aussi que dans nos pays, les votes sont aussi ethniques. Et vous concernant, on vous confond parfois aux Aposso, on vous confond parfois aux Cadiens. Finalement, qui êtes-vous? Vous êtes d'origine? Quelle est votre origine? Vous savez, c'est une très bonne chose qu'on puisse me confondre à toutes les ethnies du pays. Parce que, honnêtement, c'est ce à quoi j'aspire. Je voudrais que tous les Togolais ou qui se trouvent sur l'ensemble du territoire puissent se sentir totalement chez eux. Et le fait qu'on me confonde comme ça, je crois que c'est une bonne chose. C'est ce à quoi nous devons parvenir tous ensemble.
Et quand je vous exposerai mon projet de société, vous verrez que j'en ai fait un élément fondamental même dans ce projet de société, le problème ethnique dans notre pays. Et je sais que je ne serai pas victime du vote ethnique parce que les gens comprendront mon message. Ils savent ce que je dirai et le vote ethnique, je l'écarte totalement. Mais si vous voulez que je vous dise d'où je viens, je suis de Kaboli, donc Anna, dans la préfecture de Tchamba. Et vous savez, cette préfecture est une préfecture qui est à l'image du Togo. Dans la préfecture de Tchamba, si vous faites déjà 5-6 km, c'est toute une autre ethnie. Donc il y a les Kotokoli à Tchamba, il y a ceux de Tchamba-Ville, il y a les gens de Balanka, il y a les gens de Kusuntu, les gens de Krikri. Et quand vous prenez tout cela, chacun parle sa langue en quelque sorte. Mais nous vivons en toute harmonie. Mais je suis né dans l'Akosso, de sorte que les gens d'Akosso également, naturellement, me considèrent comme un de leurs fils, et je suis leur fils. Je l'admets comme tel. Et d'ailleurs, je n'ai connu ma préfecture que quand j'étais étudiant, parce que je suis né dans l'Akosso, j'y ai grandi, ensuite j'ai fait Atapamé, ensuite Lomé, avant de retourner même dans ma préfecture d'origine, qui est la préfecture de Tchamba, où je vous dis, à peine vous faites 5 km, c'est toute une autre ethnie. Mais ça, je n'accorde aucune importance à l'appartenance ethnique. Ce sont les valeurs qui me caractérisent et j'essaye toujours d'agir comme tel. Et peut-être c'est ce qui fait que, heureusement, on me confond à toutes les ethnies. Les Anna qui sont dans le Cambodge et les autres ethnies qui sont là-bas, je crois que généralement, ils votent pour le parti au pouvoir. Vous savez, je peux dire que c'est le passé. Aujourd'hui, les choses changent et les choses doivent changer. Parce que lorsque nous avons le même régime pendant très longtemps et que les changements attendus, nous ne l'obtenons pas, et que, vous le savez, lorsque le feu président de la République avait pris le pouvoir, en réalité, c'est pour éviter, disait-on, cette division, qu'on en arrive à une sorte d'harmonie nationale. C'était le discours qui avait été tenu. Si aujourd'hui, dans notre pays, le problème ethnique continue pas à se poser, cela voudrait donc dire que ce résultat n'a pas été atteint. S'il n'a pas été atteint, c'est que cela a été mal fait. Et si Dieu le veut d'ailleurs, le mercredi prochain, et je présenterai mon projet de société à la presse. Et à cette occasion, vous verrez les dispositions spécifiques que j'ai prises sur ce terrain. Voilà. Et je suis sûr, et tous les partisans même de Unir aujourd'hui savent que la candidature du président de la République n'est pas une candidature appropriée. S'ils n'ont pas le courage de le lui dire ouvertement, ils ont le courage dans les urnes de lui dire qu'ils ne sont pas d'accord avec lui en foutant ma candidature, et sans doute. Est-ce que vous ne dites pas là une contre-vérité? Ce n'est pas une contre-vérité. Non, mais en fait, on a vu toute la mobilisation qu'il y avait eu dans certaines villes du Togo, et des cadres de ce parti-là a réclamé la candidature de Fagna Tingbe. Heureusement que nous sommes aussi tous des Togolais et que nous vivons avec les militants de UNIR, nous vivons avec les cadres de UNIR. Ce que les cadres de UNIR font par contrainte, parce qu'ils ont peur. Et c'est pour cette raison que je dis, entre ce qu'ils font et ce qui peut se faire dans les bureaux de vote, où ils seront seuls dans l'isoloir, et on verra. On verra. Mais je suis persuadé que la plupart des militants de UNIR aujourd'hui, quand bien même ils souhaiteraient que leur parti conserve le pouvoir, ils ne veulent plus que ce soit la même personne qui soit au pouvoir. C'est une réalité ou bien un sentiment partagé par un très grand nombre de Togolais. Et si on n'est pas en mesure de dire ouvertement au chef, et ce n'est plus la peine que tu sois candidat, au moins on a la possibilité de ne pas voter pour lui. Et je l'espère vivement. Mais ça aussi, est-ce que ce n'est pas une position d'un acteur opposant au régime? Tout simplement parce qu'il est difficile de vérifier ce que vous êtes en train de dire. Oui, c'est vrai, il est difficile de le vérifier, tout autant qu'il est difficile de prouver le contraire. Non, mais en fait, manifestement, on a vu des populations descendre dans les rues. On a vu quand même aussi des militants et cadres se mobiliser. Vous voyez, ça ne veut absolument rien dire, parce que par le passé... Donc, ils le faisaient sous contrainte. Beaucoup le font sous contrainte. Beaucoup le font sous contrainte, parce qu'ils ont peur. Si je ne le fais pas, qu'est-ce qu'on dira? Mon poste est en jeu. Beaucoup le font par contrainte. Et je leur dis de ne pas avoir peur du changement. Le changement que j'incarne, en réalité, ne se fera pas contre les militants de UNI. Ça ne se fera contre personne. Toutes les compétences seront reconnues et validées. Peu importe les postes qu'ils ont pu occuper, peu importe leur militantisme dans le passé au profit de UNI.
dès lors qu'ils ont des compétences avérées et que je sais qu'ils vont travailler dans la transparence, et moi, je vais recourir à leurs compétences. Si nous prenons le pouvoir et nous essayons une fois encore de régler des comptes, cela voudrait dire que nous engageons notre pays dans une voie dangereuse, un cycle interminable. Il faut qu'on y mette fin, de sorte que, prenant le pouvoir, on respecte les valeurs. L'opinion politique est une liberté fondamentale, de sorte que vous ne devez pas tenir compte de cela, s'agissant surtout de l'administration, pour faire vos recrutements. Il faut reconnaître les compétences des uns et des autres et pouvoir les mettre en valeur. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des cadres togolais sont dans UNI, de bon gré, mal gré, ils sont dans UNI. Or, ce sont eux qui, pour l'instant, maîtrisent davantage certains rouages. Et dire que nous allons nous séparer d'eux du jour au lendemain de façon donc brutale, et ce serait même hypothéquer notre projet de société. Parmi eux, il y en a qui sont bons, de très bonne qualité, et qui n'ont pas pu s'exprimer totalement en raison des contraintes du régime actuel. Nous aurons recours à leur service. De même que nous recourrons et à la société civile et aux membres des autres partis politiques qui ont les compétences nécessaires. Voilà. Est-ce que vous pensez que ces compétences-là qui se sont réalisées matériellement et financièrement grâce au parti au pouvoir, est-ce que vous pensez que du jour au lendemain, ils décideraient de rallier l'opposition? Vous savez, se réaliser grâce au régime et grâce au pouvoir, et si c'est grâce au pouvoir qu'ils se sont réalisés, cela voudrait dire qu'ils ne se sont pas réalisés comme il se doit. S'ils se sont réalisés grâce à l'État, je crois que c'est cela une bonne chose. S'ils se sont réalisés grâce au pouvoir, cela voudrait dire que ce sont des faveurs imméritées, en quelque sorte. Et ceux qui sont dans des situations imméritées, bien évidemment, peuvent avoir des inquiétudes. Ceux qui ont occupé des postes sans les compétences requises doivent être dans l'inquiétude. Ceux qui savent qu'ils ont les compétences requises n'ont rien à craindre, de sorte que nous pourrons travailler avec eux en toute sérénité. On vous a entendu dire que le changement que vous incarnez, ce changement-là ne doit pas faire peur à ceux qui sont du parti au pouvoir. Est-ce que vous pensez que c'est vous qui incarnez le mieux le changement dont il est question au Togo, puisque vous êtes 6 candidats issus de l'opposition à concourir à la présidentielle de février? Je suis sur la scène politique togolaise, je disais il y a déjà une vingtaine d'années. Honnêtement, si j'avais des doutes sur mes aptitudes, si j'avais les doutes sur le fait que aujourd'hui je suis le candidat qui incarne le mieux ce changement, je me serais aligné derrière un autre candidat. Je vous le dis en toute sincérité, je n'aime pas avoir une contradiction entre mes pensées et mes actes. Je suis persuadé que je suis le candidat qui aujourd'hui incarne ce changement, et ce changement, vous savez, j'entends souvent aussi dire quelque chose qui m'inquiète parfois. Et peu importe celui qui viendra là-bas, l'essentiel c'est de changer l'actuel président. Je ne suis pas du tout dans cette logique. Si l'alternance dans notre pays consiste à changer simplement une personne, je ne suis pas dans cette logique. Pour moi, c'est de changer radicalement la façon de faire, de changer radicalement la façon de diriger notre pays. Et donc, ce n'est pas changer pour changer, je vais changer pour qu'on puisse constater que le Togo s'inscrit dans une nouvelle voie, celui d'un État moderne. On sait très bien que ça aussi, ça ne se décrète pas, ou ça ne se donne pas au niveau de l'opposition. Par exemple, il y a un certain nombre de personnalités, peut-être plus connues, peut-être avec plus d'expérience. Quand on prend Jean-Pierre Fabre, il a fait 2 élections, il était classé 2e avec des scores qui ont dépassé les 30%. Il y a Guillaume Kodjo, qui a un passé, il était ancien Premier ministre et puis ancien président de l'Assemblée nationale. Et si vous dites aujourd'hui que c'est vous qui incarnez le mieux, est-ce que vous basez juste sur la situation éventuelle de votre région et de votre poste à l'université, de votre capacité à mobiliser les jeunes ou à susciter l'adhésion du Seigneur Jésus-Christ, puisque vous avez souvent fait référence à lui? Je vais vous dire que je suis porteur de valeurs. Et quand on dit qu'on est porteur de valeurs, ce n'est pas un simple discours. Et dans le contexte actuel, où il faut changer les choses de façon radicale, sans brutaliser les autres, et je crois que, je le répète,
je pense être le meilleur dans cette situation. Et je dis, le pouvoir ne nous transforme pas. Le pouvoir révèle davantage ce que nous sommes. Le pouvoir amplifie nos qualités et amplifie également nos défauts. Et je dis, ceux-là qui ont eu l'occasion de me connaître en tant qu'enseignant, donc un homme public aussi, depuis plus de 2 décennies à l'Université de Lomé, peuvent connaître mes qualités, peuvent connaître mes défauts dans le contexte actuel et savoir ce qu'il nous faut. Et vous savez, la crise que traverse notre pays est une crise politique, c'est vrai, mais elle est d'abord une crise morale. C'est la crise des valeurs. Et on ne peut pas construire ou bien reconstruire notre pays si nous ne redonnons pas une priorité absolue à ces valeurs. Et cela ne doit pas être un simple discours ou un slogan. Il faut pouvoir le vivre. On ne donne que ce que l'on a. Vous ne pourriez pas être malhonnête et vouloir mettre et demander aux autres d'être honnêtes. Il faut persuader les gens par votre façon de faire. C'est parce que vous-même vous devez respecter un certain nombre de principes que vous pourriez demander aux autres de les respecter. Et si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous pourriez l'être aussi dans les grandes choses. Et je demande à ces étudiants qui me connaissent, à ces personnes que j'ai côtoyées depuis plusieurs décennies, de dire au peuple togolais, qui suis-je en réalité? Professeur Oulou, comme ici vous êtes le meilleur, est-ce que vous demandez ce midi ou ce soir pour ceux qui vont regarder ou écouter cette émission le soir, que les autres, les 6, se mettent derrière vous? Vous savez, je ne peux pas le leur demander parce que être candidat également, et c'est l'expression d'une réalité politique et d'une liberté politique. Si certains d'entre eux décident de se mettre derrière moi, ce serait une bonne chose. Mais aussi, et pour certaines raisons que je dis, il faut demeurer cohérent. J'ai dit que si on n'avait qu'un seul candidat unique de l'opposition, il aurait fallu susciter d'autres candidatures. Parce que dans le contexte actuel, une candidature unique pourrait être un obstacle à la transparence des élections. Parce qu'avec au moins 2 ou 3 candidats de l'opposition, les délégués pourront faire bloc dans les bureaux de vote, de sorte à pouvoir obtenir la transparence de ces élections. Et c'est justement pour cette raison, si certains candidats aujourd'hui voudraient démissionner et demander qu'on me soutienne, je leur dirai merci. Mais que tous s'alignent derrière moi, et je dirais que c'est contre-productif pour nous. De sorte que moi je souhaite vivement qu'il y ait d'autres candidats de l'opposition. Mais quand vous évoquez l'histoire du resserrement des candidatures au niveau de l'opposition, quand on évoque les noms, et on ne vous cite pas visiblement. On cite par exemple Agbemé Diop, lui il a été désigné par Monseigneur Philippe Fanco Podro, d'autres citent Jean-Pierre Fabre. Ce n'est pas grave. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale de l'angle. C'est possible. Et vous savez, ceux qui disent je ne suis pas populaire, beaucoup l'ont dit. Ah, c'est un homme de qualité, mais il n'est pas populaire. À Kara, un étudiant me disait ceci, vous êtes un homme de qualité, on dit vous n'êtes pas populaire. C'est comme un très bon produit qui existe. Le marché aussi est là, la demande est réelle. Qu'est-ce qu'il reste à faire? La publicité du produit. C'est un étudiant qui faisait ce parallèle. Tout le monde dit que vous êtes bon, mais tout le monde dit que vous n'êtes pas connu. Et ce qui nous reste à faire, c'est de faire en sorte que vous soyez connu. Et je crois que c'est dans ce travail que je suis en train de faire. Mais ceux qui disent que je ne suis pas connu, peut-être qu'ils attendent que je soulève des masses, je soulève des foules. Je n'en ai pas besoin. Presque tous les jours, je fais mes petites réunions et depuis plusieurs mois. Hier, dans la nuit, j'étais dans un quartier, personne ne pourrait le soupçonner. Avec 20 jeunes, j'ai vu leur détermination. Et cette semaine, c'est plusieurs réunions que j'ai eu à faire comme ça avec ces jeunes. La semaine passée, j'étais à Kara. Malgré les obstructions des autorités, j'ai rencontré beaucoup de jeunes en petits groupes. Et si je fais la somme de ces petits groupes, je suis au-delà de 200. Vous voyez, c'est un travail de fond qui se fait et que les gens ignorent que ce travail est en train de se faire. De sorte que je n'ai pas d'inquiétude et la volonté de Dieu sera faite. Vous étiez à Kara et vous nous racontiez, avant de rentrer en studio, vous nous racontiez toutes les difficultés que vous avez eues à Kara. C'est vrai que par le passé, d'autres candidats ou partis politiques ont eu à subir des difficultés. Et quels ont été votre dernier passage là-bas à Kara? Oui, en réalité, ce n'est pas la première fois que les autorités à Kara me font ces difficultés. Mais à s'en tenir aux dernières difficultés, j'ai envoyé une lettre au ministre de l'administration territoriale pour lui dire que
je vais faire des formations à Kara à partir du jeudi. Et j'ai également écrit au ministre, à monsieur le préfet, pour lui dire que je ferai des formations les jeudis, vendredis et samedis. Mais les formations devraient se faire normalement aux affaires sociales de Kara. Et nous avons pris contact également pour réserver les salles. Le mercredi, dans la soirée, il était 17h30, peu avant 18h. Les affaires sociales de Kara m'appellent pour me demander si j'ai l'autorisation du préfet avant de faire ma formation. Je lui ai dit, j'ai écrit à monsieur le préfet et j'ai une décharge, mais je n'ai pas besoin de l'autorisation du préfet. Par conséquent, et il n'y a pas de problème. Il m'a dit, si vous ne venez pas avec l'autorisation du préfet, vous ne pourrez pas faire la réunion ici. Je dis, je n'en ai pas besoin. Il insiste, ce sont les instructions que nous avons reçues. Nous ne faisons qu'exécuter les instructions qu'on nous donne. Si vous n'avez pas l'autorisation du préfet, vous ne pourrez pas avoir accès à la salle. Et j'appelle monsieur le préfet. Je lui dis, je suis face à une difficulté, donc il était déjà 18h. Je voudrais passer demain en discuter avec vous. Parce que je sais que quand je vais aborder le problème au téléphone, il n'accueillera pas comme il se doit. J'ai dit, je viens vous voir demain jeudi. Monsieur le préfet, il dit, si je suis là, je vous recevrai. J'ai dit, est-ce que je peux passer demain? Il dit, si je suis là. Et ensuite, je dis, je viens demain dans l'après-midi. Il me dit, je reçois tout le monde. Si je suis là, je vous reçois. Je vais dans l'après-midi. On me dit, monsieur le préfet n'est pas venu au bureau depuis le matin. Et moi, je dis, je ne suis pas monsieur Wouloukomi. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je suis le secrétaire national d'une formation politique. Une formation politique chargée donc de former les citoyens togolais. Et un préfet, qui qu'il soit, doit traiter les responsables des formations politiques avec le respect qui leur est dû. Je ne lui demande pas de m'accorder des faveurs particulières. Je demande simplement qu'il respecte la loi. Et sachant qu'il ne viendra pas, et j'y suis allé, je ne l'ai pas retrouvé, alors que des consignes ont été données, que sans son autorisation, que je ne puisse pas faire les activités. J'étais déjà une fois à Kara. Il a été saisi. C'est une association qui me demandait à faire cette formation. Mais le jour des activités, la gendarmerie a débarqué pour nous demander où est l'autorisation écrite du préfet. Quand j'essaie de leur expliquer, ils m'ont dit, si nous ne dégageons pas, ils vont disperser la masse. J'ai dû calmer les étudiants, sinon on aurait eu des affrontements. Et ils vont en profiter, arrêter nos étudiants, nos jeunes, les mettre en prison. Et ce jour-là, quand l'association a rappelé le secrétariat du préfet, il disait, mais nous vous avions saisi, voici les documents, voici la question qu'on leur avait posée. Est-ce que vous nous aviez dit que le professeur Woulou devait venir pour la formation? C'est la question qu'ils ont posée aux responsables de l'association. Donc, est-ce que vous avez peur pour la suite de la campagne, puisque là, on est en pré-campagne, la campagne va s'ouvrir bientôt. Est-ce que vous avez des inquiétudes? Vous savez, je sais qu'il y a des inquiétudes par rapport à ce qui se fait et qui vont mettre des entraves, mais ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur. Et vous savez, vous allez dire, je recours toujours au Seigneur. Dieu dit, ne tremblez pas devant eux, de peur que je ne vous fasse trembler. Je ne tremble devant personne. Bien, merci. Nous venons de passer 45 minutes avec vous, professeur Wouloukomi. Je rappelle que vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Je rappelle aux auditeurs qu'ils ont maintenant la possibilité de participer à l'émission. Et nous avons déjà une série de questions qui sont soit laissées sur notre page Facebook, sur la page Facebook de la radio ou encore dans les groupes WhatsApp. Là, il y a une première question de Enyon Tchaou. Il dit pourquoi malgré la souffrance des Togolais, le professeur refuse de s'aligner derrière un candidat unique. Voilà. Malgré la souffrance des Togolais, je refuse de m'aligner derrière une candidature unique. Je crois que celui qui a posé la question avait sa question depuis et ne m'écoute pas en réalité. Quand vous êtes dans cette posture, il est difficile vraiment de dialoguer. J'ai donné toutes les raisons pour lesquelles une candidature unique n'est pas une bonne chose. Deuxième élément, s'il doit y avoir une candidature unique, je dis je suis porteur des valeurs et je crois que je suis le mieux placé. Pourquoi est-ce que lui ne pourrait pas demander aux autres candidats de s'aligner derrière moi? Et j'ai dit, à supposer même que tous les candidats soient d'accord pour s'aligner derrière moi, je n'en veux pas. Parce que la multiplicité de candidatures, au moins 3,
est nécessaire pour la transparence. Donc vous croyez à un deuxième tour, puisqu'il y a certains qui ne croient pas à un deuxième tour. C'est leur problème. Et moi, ma position, c'est que s'il ne doit pas y avoir un second tour, il faut que je sois élu au premier tour. Bien, merci. Nous allons maintenant commencer par recevoir les gens qui sont au téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, M. Pierrot. Ah, vous appelez comment? C'est Alain. Oui, allez-y. M. Pierrot, permettez-moi de dire à M. Olu que je suis déçu par ces arguments. Non, mais en fait, vous posez des questions, s'il vous plaît. Vous posez vos questions. Bon. Monsieur, comme Olu disait ici, tout le monde dit que je suis bon et tout le monde dit que je ne suis pas connu. Et c'est le travail qui se fait sur le terrain pour que je sois connu. Je voudrais lui demander, est-ce qu'il croit que de cet instant au 22 février, il va faire un travail pour que lui soit connu de Lomé jusqu'à Dienkasso d'Appan pour être élu comme président au soir du 22 février, quand il nous dit que les jeunes sont sur le terrain, ils ont mis à disposition des numéros pour que les gens envoient de l'argent. Et c'est eux-mêmes qui crient tous les jours qu'il y a la pauvreté dans le pays. Non, s'il vous plaît. Deuxième question, il avait dit, les jeunes sont sur le terrain en train de travailler. Et c'est le sens de tous les politiciens aujourd'hui. Je voudrais savoir où sont ces jeunes pour que moi, à cet instant-là, j'aille retrouver vraiment que les jeunes vraiment travaillent sur le terrain pour que M. Komiouni soit au lieu de 28. Bien, merci à l'Oignon pour les deux questions. On reste au téléphone avec un autre auditeur derrière l'Oignon. On prend un autre. Allô? Oui, allô? Non, on ne l'a pas. Donc, vous répondez à cette question. Je vais lui répondre clairement. Et ce n'est pas de cet instant aux élections que je me ferai connaître. Où est-ce que je suis? Il n'a qu'à aller à Dapaon. Dans les 6 derniers mois, j'ai fait 2 grands rassemblements à Dapaon, des jeunes. Il n'a qu'à aller vérifier si je me trompe. Il n'a qu'à aller à Mango, où j'ai fait des réunions avec des jeunes. Et après mon passage, le préfet s'en inquiétait en disant pourquoi après mon passage, les jeunes sont en train de faire des listes un peu partout. Il n'a qu'à aller vérifier. J'ai tenté un meeting à Cantet. Le préfet ils ont assez obstacle, mais il y avait tout un rassemblement. Ce jour-là, la gendarmerie est venue, où j'ai discuté avec la gendarmerie. Mais les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Où sont ces jeunes? Ils sont là, nombreux, sur l'ensemble du territoire. Je vous ai cité les 3. J'étais la semaine passée à Kara, et ce n'est pas la première fois que j'étais à Kara pour ces rassemblements. Hier, je vous disais dans la nuit que j'étais à des réunions. Ça fait plusieurs mois, je suis allé par exemple à Blégan, Yokwe. J'ai fait des réunions partout. Cette semaine, j'étais à Baie, dans la nuit, où je fais ces petites réunions depuis plusieurs mois. Et ce qu'il dit, ou de lui montrer ces jeunes, allez vérifier l'association qu'on appelle la GI. Il y a beaucoup de jeunes là-bas avec qui j'ai travaillé. Donc les gens parlent des choses qu'ils ne connaissent pas. Et je vais vous dire, s'ils viennent chez moi, il y a des images de tout ce que je suis en train de dire. Est-ce que j'ai besoin de me faire suivre par la presse? Bien, merci. La deuxième partie de la question. Et ce n'est pas, oui, il dit, et c'est question de pauvreté, alors que nous disons qu'il y a des pauvres au Togo. Je ne lui demande pas de cotiser pour moi. J'ai dit des volontaires. Je ne fais pas de l'escroquerie. Si vous pensez que ce sont les riches qui doivent faire la politique, ils feront la politique des riches. Il a pu être déçu. Je n'entends pas convaincre tous les Togolais. S'il est déçu, je suis véritablement désolé. Moi, je ne fais rien sans conviction. Je continue mon travail et on verra ce qui va se passer. Il veut ces jeunes qui s'approchent de moi. S'il veut les numéros, je les lui donnerai. En quittant la maison tout à l'heure, j'ai reçu des appels de Yoto, où il y a plusieurs groupes de jeunes sur le terrain actuellement m'attendant. Je ne suis pas en train de vendre de l'illusion. Je sais ce que je fais. Bien, merci. Un autre auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? C'est Dossou depuis Ando. Monsieur? Je voudrais poser une question. Oui, allez-y. Comme il se promène dans la nuit, là, c'est pas risquant, on est au Togo? C'est pas risquant? C'est ce que je voulais lui dire. Écoutez, vous savez, les gens le disent, et je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre également.
Job chapitre 3 verset 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Je ne crains rien et rien ne m'arrivera. Le Seigneur me dit, ne crains rien car je suis avec toi. Je sais que ce que je fais, je ne le fais contre personne. Je le fais du fond de mon cœur en toute liberté et en toute transparence. Et si le Seigneur ne le permet pas, aucun de mes cheveux ne sera touché. Joseph Komi Agbezo, sur notre page Facebook, a dit que le professeur, que vous n'étiez pas allé au bout de la description ou bien de la restitution que vous faisiez de votre mésaventure à Kara. Finalement, comment est-ce que vous avez pu gérer l'absence du préfet au bureau? La suite, c'était quoi? Mais le jeudi, les jeunes se sont rassemblés et au fur et à mesure que le nombre augmentait, le nombre des gendarmes aussi augmentait. Et à un moment donné, alors que j'étais proche des lieux, les jeunes m'ont appelé pour me dire, monsieur, n'arrive pas, ça risque de dégénérer. J'ai fait demi-tour, ils se sont dispersés. Bon, maintenant, je leur ai dit, quand on bloque la voie à l'eau doit chercher une voie de contournement. C'est cette voie de contournement que nous avons cherchée. Donc, nous n'avons pas pu rassembler autant qu'il le fallait, mais j'ai pu les retrouver par de petits groupes. Malheureusement, on n'a pas pu obtenir... donc, en réalité, j'allais pour rencontrer 500 jeunes au minimum, que je considère comme les mobilisateurs. Mais finalement, j'en ai rencontré 200. C'est déjà bon. Voilà. Encore notre auditeur. Allô? Allô? Bonjour. Allô, bonjour Pierrot. Oui, votre nom? C'est Kanindek. Kanindek, allez-y. Bonjour professeur. Bonjour monsieur. Bon, moi je vous dis courage pour votre aventure. Merci beaucoup. Mais ce qui m'intéresse, c'est une question de droit. J'aimerais de la sortie de M. Jean-Pierre Fabre la dernière fois. En tant que professeur de droit, bon, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer à ce sujet? Vous savez, cette situation est telle que je distingue le droit de ce que nous vivons effectivement. Quand vous voyez les conditions dans lesquelles les textes ont été changés, et ça pose des problèmes effectivement d'un point de vue juridique. Mais je n'imagine pas un seul instant que la Cour puisse invalider la candidature du président Faure. Et c'est justement pour cette raison, je dis, pour le principe, l'action peut être menée, mais ce que moi je cherche, c'est de pouvoir travailler sur le terrain et pouvoir le mettre en difficulté, le battre dans les urnes. Et c'est ce qui constitue aujourd'hui, pour moi, la priorité. Parce que peu importe la pertinence des arguments juridiques, je sais au fond de moi-même que personne ne va écarter au Togo la candidature du président de la République. Voilà. Mais au-delà de tout ce que vous venez de développer, quelle est la portée du geste fait par le candidat Jean-Pierre Fabre? Est-ce que c'est juste pour l'histoire? Oui, ça peut se comprendre également, de sorte à mettre le peuple togolais et la communauté internationale et devant le fait que les textes ne sont pas respectés et que les textes, même dans leur élaboration, n'ont pas suivi la voie qu'il fallait. Et en tout cas, ça sert à sensibiliser, à mettre en relief les incohérences, les insuffisances d'un point de vue législatif dans notre pays. Est-ce que vous avez l'impression que les textes ne sont pas respectés durant ce processus? Oui, effectivement. D'abord, je vous ai dit ici, à s'en tenir aux finalités du droit, moi, dans ma conception, l'article qui remettait plus ou moins les compteurs à zéro, du point de vue même de la philosophie même du droit et des finalités du droit, je crois que c'est une erreur grave. On n'aurait pas dû le faire. Et ensuite, si on tient compte du fait que cet article ne faisait pas partie du projet initial, et alors que c'est un élément fondamental, et je crois que d'un point de vue juridique, il y a des choses à dire. Mais je ne voulais pas véritablement m'attarder sur ces questions, étant entendu que je vous ai dit, je veux me concentrer sur les résultats. Donc, effectivement, d'un point de vue juridique, il y a des choses à relever, des irrégularités à relever, mais la lutte continue. Si les tests ne sont pas respectés, qu'est-ce qui fonde votre espoir alors à être proclamé éventuellement président de la République au soir du 22 février? Ma préoccupation aujourd'hui, c'est de tout faire pour que ce qui se fera dans les bureaux de vote au moins soit transparent. Que je puisse avoir des procès verbaux qui attestent effectivement que j'ai pu gagner ces élections. Et aujourd'hui, on ne peut pas penser que tout est déjà fait, en ce sens qu'il est possible encore qu'on obtienne
des améliorations. Je ne parle pas d'amélioration du point de vue du changement de texte. Moi, j'aurais souhaité, j'ai dit ça aussi aux représentants du secrétaire national des Nations Unies, qu'il est possible que les acteurs puissent se retrouver encore, discuter et trouver des solutions alternatives pour la transparence des élections. Je prends un exemple. Si on parvient à donner ce pouvoir à la société civile, de bien s'organiser, couvrir tous les bureaux de vote, et que les membres de la société civile dans les bureaux de vote aient leur procès verbal, et parviennent aussi à la centralisation des procès verbaux. Cela veut dire que c'est déjà un élément fondamental relativement donc à ces procès verbaux. Ils ont pu compiler leurs procès verbaux, la CENI va compiler ses procès verbaux, les différentes formations politiques vont compiler leurs procès verbaux. Et dans ces conditions, je crois qu'on aurait fait également un pas. Avec cette possibilité que ces procès verbaux soient affichés dès le départ devant les bureaux de vote également. Et si nous parvenons donc à réaliser ces éléments et la présence de ces observateurs nationaux dans tous les bureaux sur l'ensemble du territoire, et nous parviendrons en réalité à limiter les dégâts. Et je crois que si nous l'avons, ensuite, nous pourrions bien faire face donc à la CENI et à la Cour constitutionnelle. Vous savez très bien que pour la présence des observateurs nationaux, le pouvoir ne les veut pas toutes. L'observation de l'Église catholique, cette observation-là n'est pas la bienvenue, selon le ministre de l'administration territoriale. Oui, vous voyez, je ne sais pas pourquoi le ministre ou bien l'administration territoriale ne voudrait pas donc des observateurs de l'Église catholique, sachant que c'est une église implantée sur l'ensemble du territoire, sachant que les acteurs politiques aussi, chacun a une confession et nous sommes tous des croyants. Mais ce n'est pas l'Église catholique seule. On peut prendre toutes les églises et chacun pourrait fournir même un certain nombre d'observateurs. Ce que nous leur demandons, ce n'est pas leur foi, mais qu'ils puissent être honnêtes et qu'ils puissent bien suivre les choses. Et je ne sais pas, si le pouvoir ne se reproche rien, pourquoi il ne veut pas des observateurs de l'Église catholique? Et je n'en sais rien. À eux de pouvoir donc nous le dire. Il y a la question de Bertrand Douty, c'est une question qui est laissée dans le groupe WhatsApp de l'émission. Il parle de métaphysique, que vous faites de la métaphysique, au lieu d'être réaliste. Vous savez, la liberté de croyance, la liberté philosophique est un droit constitutionnel. Il ne peut pas me reprocher mes croyances. Je le laisse libre avec ses croyances. Mais ce ne sont pas des croyances qui ne sont pas basées sur des faits. Je crois, mais je suis en train de travailler également sur le terrain tous les jours. Et il est libre, il ne peut pas me reprocher mes croyances. C'est un droit constitutionnel. On retourne au téléphone. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, professeur Wolo. Bonjour, monsieur. Maglo. Oui, allez-y. Oui, professeur Wolo, cette fois-ci, vous n'êtes pas arrivé à me convaincre. Pour vous dire vrai, vous faites partie de ces hommes politiques que j'admire beaucoup par vos réflexions, vos prises de position que j'admire toujours. Mais cette fois-ci, c'est-à-dire votre candidature, le fait de poser cette candidature, vous n'avez plus convaincu. Vous connaissez les conditions dans lesquelles vous y allez. Tout le monde crie. Et tout à l'heure, on disait que parmi les prétendants les plus primés, votre nom n'est pas cité. Ça, ce n'est pas du nouveau. On ne vous apprend rien. Mais pourtant, vous voulez y aller. Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour me convaincre? Qu'est-ce qui vous pousse à aller à ces élections? Voilà ma question, professeur Wolo. Merci, monsieur Maglo. Je vais vous le dire. Mon nom n'est pas cité par rapport à quoi? Si vous m'excusez, le Jean-Pierre Fabre, il a été candidat à plusieurs élections. J'ai même été son porte-parole. Mon nom n'est pas aussi cité que lui, peut-être pour la simple raison, évidemment que je n'ai pas été candidat. Si vous prenez le Premier ministre Agbeyobe, c'est parce qu'il a été Premier ministre. Et peut-être sur la scène politique, il a occupé de nouveaux postes. Est-ce que ce sont ces éléments qui détermineront le vote des citoyens? Ceux qui disent que je ne suis pas connu, en réalité, ne savent pas le travail que je fais sur le terrain.
Vous parlez, je ne veux pas donner des noms, il y a peut-être certains candidats qui n'ont même pas fait ce travail sur le terrain. Je crois aujourd'hui des candidats primés qui cherchent à ce qu'on leur cherche des représentants dans les bureaux de vote. Alors que si on me le demande aujourd'hui, il suffit que je mette en jeu mes réseaux. Tous ces noms, je les ai. Et je vous ai dit que ça fait plusieurs mois que je sillonne en silence. Un journaliste est venu dans mon bureau la dernière fois. Je crois que c'est un journaliste de République of Togo, avec qui on discutait. J'ai allumé mon portable. Je lui ai montré les différentes réunions, les images qui viennent, avec des dates. Depuis longtemps, les villages dans lesquels je suis, les réunions que je faisais, et me demande pourquoi je ne rends pas ça public. Pourquoi je n'en parle pas? J'ai dit, je n'ai pas besoin de parler, de faire publicité autour de ce que je fais. Ceux qui sont autour de moi savent le travail que je fais sur le terrain régulièrement et dans tous les villages. Ce que je dis, je vous dis que je ne suis pas un vendeur d'illusions. Je n'irai pas à ces élections si je n'avais pas fait le travail qu'il fallait. Je n'irai pas à ces élections si je n'avais pas la conviction que j'ai fait un travail de terrain. Mais la popularité, c'est quoi? Est-ce que vous voulez que ce soit un homme vraiment connu? Que fera la personne en réalité? Est-ce que vous vous posez cette question? Et moi, je vous dis, je me pose cette question. Imaginez un seul instant, j'ai dit, moi, je suis enseignant à la faculté de droit, 2 décennies. Je connais mes rapports avec mes étudiants. Ça fait 2 décennies d'étudiants qui sont passés entre mes mains, qui sont partout aujourd'hui sur l'ensemble du territoire. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Vous ne le savez pas. Et ce travail, j'ai dit, j'ai des réseaux d'associations. Mon parti est implanté sur l'ensemble du territoire. Vous direz peut-être que vous ne les connaissez pas parce que peut-être on n'a pas beaucoup de sous pour pouvoir faire quoi que ce soit. En 2007, j'ai été candidat aux élections législatives. On sait dans quelles conditions ça s'est réalisé. Mais mon parti a présenté les candidats dans 24 préfectures en 2007. Alors, de quelle popularité parlez-vous? Les gens sont à Lomé, ils ne sont même pas sortis de Lomé, et qui veulent évaluer la popularité des gens. Vous savez très bien que nous sommes dans un monde de communication. Si vous n'en faites pas, ça peut vous desservir. Bon, dans tous les cas, moi je dis, ce n'est pas ce que... D'ailleurs, prenons cette question de popularité à Lomé ici. Il y a plusieurs qui ne me connaissent pas de visage, mais qui me connaissent de nom. Ça fait plus de 2 décennies que je suis sur la scène politique au Togo. Et je vous dis, j'ai été porte-parole de Jean-Pierre Favre. J'ai été porte-parole de Péré en 2003 au Togo ici. Mais si les gens disent qu'ils ne me connaissent pas, je n'ai pas la prétention de me faire connaître par tous les Togolais. Mais je vous dis que je fais un travail quotidien depuis plusieurs mois, ou je dirais même années, où je suis allé dans les villages, où j'ai fait plusieurs réunions. Et le travail se poursuit. Merci. Nous allons après Maglo écouter notre auditeur. Allô. Allô. Bonjour. Oui, bonjour, Yoshua Zagara. Oui, Yoshua, allez-y. Bonjour Pierre, bonjour monsieur l'invité. Bonjour monsieur. Moi, ce qui m'a inquiété, je veux rentrer en ligne, c'est le fait que chaque fois que vous voulez animer des meetings au nord, vous êtes inquiété, vos réunions étaient presque empêchées. Je me demande si cela ne présage pas un mauvais lendemain pour notre élection qui va se dérouler dans quelques jours. Voilà. Et je crois que c'est une réalité, mais c'est notre devoir de nous battre contre cette situation. Et j'en profite d'ailleurs par rapport à la question précédente où on a parlé des conditions. Si nous disons que les conditions ne sont pas réunies, l'alternative qui nous reste peut-être c'est de boycotter. Je ne vais pas dans cette logique. Et ce serait une erreur de notre part. Nous connaissons les difficultés. C'est pour cela que nous devons tous nous armer pour cette transparence. Si vous voyez une bataille difficile qui s'annonce et que vous préférez y renoncer, ce serait véritablement grave. Et je dis qu'il n'y a pas pire perdant que celui qui jette les armes avant même la bataille. Connaissant toutes les difficultés, il nous appartiendra, nous tous, de nous mobiliser et pour pouvoir renverser cette situation. Et je crois qu'au moment des 2 semaines de campagne, il est certain que les autorités à Kara ne se permettront plus cela. Mais dans tous les cas, la lutte doit pouvoir continuer. Vous avez rencontré le représentant du secrétaire général des Nations Unies, Ibn Chambas, vous l'avez rencontré sans doute. Vous en faisiez allusion, à cette rencontre. Oui, effectivement, je l'ai rencontré. Oui, qu'est-ce qui a été dit?
Non, ils ont voulu recueillir nos avis sur la situation et nous leur avons relevé effectivement toutes ces insuffisances que nous constatons, les entraves que nous avons sur le terrain pour les activités, au moins dans certains milieux, et particulièrement à Kara, nous le lui avons dit, et qu'il aurait été souhaitable qu'on puisse ensemble trouver des solutions pour permettre des élections moins contestables. Et parce que si les élections sont contestées, ce sont des sources, si vous voulez, de tensions qui sont préjudiciables. Et nous leur avons dit également qu'en général, nous ne sommes pas contents de l'attitude de la communauté internationale à l'égard de notre pays. Et en retour, il a eu à relever aussi leurs limites. Et il avait mis l'accent sur la souveraineté des États, et qui fait que leurs actions étaient limitées. Et je lui avais dit que cette souveraineté, en principe, ne devait pas être un obstacle pour exiger le respect des valeurs démocratiques. Mais il se dit que les Nations Unies et la CEDEAO veulent que le Togo soit un exemple au sortir de la prochaine élection. Oui, et je lui ai dit, servir d'exemple, c'est-à-dire des élections paisibles, c'est ce qui les préoccupe, et que ce n'est pas en soi une bonne chose. Et que si les élections sont transparentes, nécessairement elles seront paisibles. Et si nous faisons des élections simplement paisibles, sans violence, une finalité, sans transparence, et cela voudrait dire qu'un jour, cela finira par mal se passer. Donc il faudrait qu'ils encouragent aussi les autorités et suffisamment à aller dans le sens des élections transparentes. Parce que c'est le respect des droits de l'homme, ce sont les élections transparentes qui seront source d'une paix durable et il n'y aura pas d'inquiétude. Vous savez, aujourd'hui, avec les foyers de tension ou bien le terrorisme, les foyers de tension peuvent permettre le développement du terrorisme. Il faut tous qu'on en arrive à éviter cela. Et c'est justement pour cette raison que toutes les parties prenantes doivent faire preuve de responsabilité. Voilà. Le téléphone. Allô? Allô, bonsoir, monsieur Pierrot. Bon, votre nom? Merci. Je suis demandé à monsieur Olou. Bon, pourquoi? Sinon, moi, je suis d'accord avec lui. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé concernant ceux qui sont au pouvoir, qu'il ne faut pas qu'ils soient inquiétés. Il y a la tenance. C'est ce que Kouzinga aussi est en train de faire chez lui là-bas. Donc, il sait qu'il va laisser le pouvoir. Lui ne veut même pas le 4e mandat. Mais chez nous ici, on voit que notre président, c'est pas ça son problème. Donc, on veut qu'il faut qu'on le rassure pour qu'il laisse le pouvoir et que d'autres personnes aussi vont diriger. On va voir. Merci. Bien, merci. Derrière lui, on insère tout de suite un autre auditeur. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Oui, c'est Pelé. Oui, Pelé, allez-y. Oui, professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Félicitations pour votre détermination aussi. Merci beaucoup. Le seul obstacle pour ce peuple, c'est ce régime-là depuis bientôt 60 ans. Et le travail qui se trouve sur le terrain, vous le connaissez déjà, vous avez constaté que le Nord, le régime prend comme ses fiefs. Et que vous avez constaté qu'à Kara, on ne peut pas vous permettre d'aller faire quelque chose là-bas. C'est là où il y a le pire et que c'est là où on nous dit qu'il y a la démocratie. C'est ce que nous combattons. Il faut que le président fort, que ses partisans disent qu'il est le Messi, il est le Maradona, il est le Pelé du football. Il faut qu'il dresse un terrain réglementaire où on va jouer le match, on va voir s'il est vraiment le champion. Maintenant, ce que moi je dois vous dire, vous êtes là-bas avec M. Tchassona et M. Gougué, faites tout possible pour faire un bloc. Mais vous n'avez pas de question. Oui, c'est la question. Pour nous chercher à savoir où est-ce qu'on nous dit seul lui compétir dans le fief là-bas. Où se trouvent des fiefs de ce régime, vraiment seul lui compétir. Comment on peut trouver des localités où on dit que seul lui compétir, au moment où ces localités-là sont affamées. Merci. Bien, merci. Je vous dirais que le PSN n'a jamais baissé les bras malgré les obstacles. À Kara, nous avons des conseillers aujourd'hui, des conseillers municipaux, et je crois 4 lors des dernières élections, de sorte que
Et effectivement, nous allons continuer. Nous ne pensons pas que Kara soit le fief du régime. Il a raison de dire que le régime laisse faire et il verra ce qui va se passer. Parce qu'effectivement, si le régime... C'est parce que justement le régime a peur qu'il fait ces obstructions. Mais nous allons continuer. Ils peuvent toujours essayer de nous barrer la voie. Nous allons continuer. Et ce n'est pas, je crois, à la gloire du régime, ce n'est pas la gloire du président de la République de savoir que, parce qu'il est de la région, que les autres formations politiques aient des difficultés à faire des activités à ce niveau. Et je crois que pour son propre et sa propre image, il est indispensable qu'il lève vraiment ces interdictions de fait pour que nous puissions concourir dans de bonnes conditions. Dans tous les cas, qui nous empêche ou pas, nous allons continuer par nous battre. La question de Yoshua. Non, mais en fait, la question de l'audit avant... oui, si on peut rassurer le chef de l'État. Et en réalité, moi je le dis, je ne le dis pas parce que je n'ai pas encore le pouvoir. Et le chef de l'État n'a rien à redouter, en principe. Un ancien président, et il doit être respecté comme tel. De sorte que, s'il n'est plus au pouvoir, sur certains aspects, si nous avons besoin de ces lumières, nous irons vers lui poser des questions, discuter avec lui. Pas qu'il nous imposera la solution, il pourrait nous dire ce que lui pourrait faire dans telle situation et nous prendrons notre décision. Et je le lui dis, il y a une vie, j'en suis très sûr, une vie heureuse après le pouvoir. Donc il ne peut pas faire du pouvoir une finalité. On peut vraiment travailler après même le pouvoir. Il y a la question de Gervagos que nous retrouvons là sur notre page Facebook. La question porte sur la position de l'armée. Il parle d'une relation entre l'armée et le régime. Est-ce que vous avez le même sentiment? Bon, vous savez, aujourd'hui, depuis longtemps, les gens parlent de cette relation entre l'armée et le régime. Mais vous savez que ce qui fait peut-être problème, c'est le respect de la hiérarchie au sein de l'armée, d'accord. Mais nous ne pourrions pas dire que toute l'armée togolaise soutient ce régime. Et ça serait même anormal. Parce que ces militaires souffrent plus que nous, cette situation. Leurs enfants sont là en train de souffrir plus que nous. Et dans ces conditions, on ne peut pas dire que cette armée même ne veut pas de changement. Moi, j'ai rencontré un militaire, ça fait plusieurs années, qui m'a dit, le professeur, la tortue aussi danse. C'est parce qu'elle a des carapaces qu'on ne voit pas qu'elle danse. Cela veut dire, elle me dit que votre problème, c'est aussi notre problème. Nous voulons aussi un changement. Et donc, nous allons essayer d'oublier cela et de penser que l'armée se rend systématiquement du côté du régime. Travaillons le terrain et je crois que quand nous aurons ces résultats, nos procès-verbaux entre les mains, on verra ce qui va se passer. Et je ne vais pas à ces élections avec un tremblement. Je ne tremble pas du tout. J'y vais avec ma foi, j'y vais avec ma détermination totale et avec la conviction que nous allons bouleverser les choses. Il y a ces deux déclarations qui ont été faites ces derniers jours. La première, je l'ai citée la semaine passée, c'est une déclaration de Jerry Tama. Il dit que le chef de l'État actuel, Fanya Singbe, qui est candidat, qu'il a déjà gagné l'élection le 7 janvier dernier. Et puis, il y a Mme Adjamagbo Brigitte Johnson qui a dit cette semaine qu'il n'y aura pas un deuxième tour. C'est une prévision. C'est la liberté d'expression et d'opinion. Jerry Tama, je crois, voulait être candidat et finalement s'est retiré. Et il dit qu'il est déjà vainqueur. Est-ce qu'il est vainqueur parce qu'il sait que le président est populaire ou bien parce qu'il se dit que dans tous les cas, il y aura des fraudes? Si on sait qu'il y aura des fraudes, c'est à nous de lutter pour pouvoir éviter cela. Pour lui, le mutisme qui a accueilli la déclaration de sa candidature le 7 janvier signifie une forme d'adhésion des Togolais à cette quatrième candidature qui peut déboucher sur un quatrième mandat. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Si vous avez de l'énergie, il faut savoir canaliser les énergies et pouvoir les orienter. Est-ce que les Togolais devraient encore disperser leur énergie en disant nous nous mobilisons pour faire barrage à cette quatrième candidature? On sait que ça ne va pas aboutir. Moi, j'ai un ami qui est partisan donc de ce blocage, tout faire pour qu'il ne puisse pas être candidat. Je lui ai dit, d'accord, tu respectes ta position, lutte pour cela. Mais si tu n'y parviens pas, alors viens t'associer à moi pour qu'on puisse le battre dans les urnes. Et je crois que si nous canalisons nos énergies vers la victoire dans les urnes, vers la défense, donc de la transparence, ce serait préférable pour nous que d'aller chercher
à nous mobiliser pour empêcher sa 4e candidature, sachant que nous ne l'obtiendrons pas. Vous voyez, quand on a peu de moyens, il faut savoir l'orienter. Et pour moi, il faut l'orienter vers des élections qu'on puisse le battre, plutôt que de nous mobiliser pour empêcher sa candidature. Brigitte, elle a le sentiment qu'il n'y aura pas le deuxième tour. Oui, peut-être qu'elle a raison, parce que je serai élu au premier tour. Ok. Le téléphone. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Ah, c'est Dossi qui revient. Monsieur? Dossi. Ouais, Aldo. Oui, allez-y. Ah, je voudrais poser une petite question à notre invité. Existe-t-il la démocratie au Togo? Est-ce les lois de la démocratie permettent à notre président de déposer la 4e mandat? Point. Bien, merci de nous avoir appelé depuis Ando. Voilà. Et est-ce qu'il y a une démocratie au Togo? Et je dirais que, à mon sens, non. Toutes les exigences de la démocratie ne sont pas remplies. Et est-ce que la démocratie lui permet d'avoir un 4e mandat? Je crois que l'alternance est même une exigence de la démocratie. Il a fait 3 mandats, il s'inscrit dans le 4e, alors que la plupart, ou la presque totalité des présidents aujourd'hui, même ceux qui sont partisans de plusieurs mandats, disent que 3 mandats c'est suffisant. Le chef de l'État lui-même a eu à le dire, que 3 mandats c'est suffisant. D'accord. Pourquoi dire que 3 mandats c'est suffisant et chercher soi-même à faire un 4e mandat? Bon, j'ai répondu, je crois, à votre question, mais il serait lui-même mieux placé en réalité pour nous dire pourquoi, disant que 3 mandats c'est suffisant, il cherchait à faire un 4e. Quand on parle de démocratie dans le monde, il y a ce classement des économistes qui est paru et qui est commenté cette semaine par un certain nombre d'acteurs politiques, notamment au Togo. Le classement du Togo n'est pas un classement reluisant. Le Togo flirte avec les pays dans lesquels la démocratie n'est pas un exemple. Et on parle carrément d'autocratie. Est-ce que vous avez le sentiment que les positionnements, le fonctionnement des institutions au Togo et la nature du régime, tout ça, est-ce qu'on peut le classer en comparaison avec des pays comme la Corée du Nord, par exemple, ou la Birmanie, ce type de pays? Oui, avec amertume, avec douleur, avec pincement au cœur, je suis obligé de reconnaître que c'est vrai ce qu'ils disent. Ce n'est pas parce que nous sommes libres de dire ce que nous voulons, nous allons, nous venons. En réalité, qu'on peut dire qu'au Togo, il y a une démocratie. Il n'y en a pas. Quand vous voyez la réalité des faits, regardez la composition de notre Assemblée nationale. Quand bien même elle était autrement composée, tout ce que le président de la République veut, il va l'obtenir. Parce que les députés même de UNIR, ils n'ont aucune liberté à leur niveau. Nous savons comment le mécanisme fonctionne. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Et nous le savons, que les choses sont telles que ce que veut le chef de l'État va se réaliser. Et au niveau de nos institutions, j'ai eu à le dire, et par le choix de certaines personnes par rapport à notre cour constitutionnelle, etc. Et tous ces éléments font que ça devient difficile. Regardez, des magistrats eux-mêmes qui ont peur du pouvoir politique. Les magistrats ont peur du pouvoir politique. C'est une réalité. Quand vous prenez en considération l'ensemble de ces éléments, vous vous rendez compte qu'il est difficile qu'on parle d'un état de droit. Et regardez, s'agissant par exemple de la déclaration des avoirs des hommes publics, disons de certaines personnalités qui occupent certains postes de responsabilité. Et vous vous rendrez compte que, évidemment, il y a problème. Regardez le fait que des citoyens togolais qui ont travaillé au profit de l'État exclusivement dans leur vie sont des milliardaires, ils sont nombreux, multimilliardaires. Où est-ce qu'ils ont trouvé cela? Cela veut dire que c'est un état d'impunité. Or, dans la démocratie, vous devez être en mesure de justifier votre niveau de vie. Et c'est avec tristesse que nous constatons cela et nous disons qu'on peut faire autrement. Il y a la question de Thomas Kombé qui nous regarde depuis Paris. Sa question porte sur la Cour constitutionnelle. Elle devait être composée de 9 membres. Actuellement, il n'y en a que 7. Ça fait partie, si vous voulez, des questions que je range de la même catégorie que la candidature du président de la République.
Et on a dit, ou des gens disent que à 5, ils peuvent statuer, mais la composition même, telle que prévue, c'est 7 personnes, c'est 9 personnes. Ils ne sont pas les 9, cela veut dire que la composition n'est pas régulière. Mais est-ce que vous pensez un seul instant que si nous nous mettons sur ce terrain à exiger et qu'on pourrait attendre que les 2 soient mis en place et que la Cour soit complétée avant les élections présidentielles, et de sorte que moi je ne vais même pas dans cette logique. Je sais que qu'il y ait irrégularité ou qu'il n'y en ait pas, le régime va foncer. Maintenant, combattons-le sur le terrain, de sorte que nous puissions obtenir cette victoire. C'est irrégulier, mais vous n'obtiendrez pas. Et si vous voulez donc... D'ailleurs, lorsque vous irez saisir une cour pour dire que c'est irrégulier, quelle est la cour que vous allez saisir? C'est la même cour. Pour lui demander de se prononcer sur son irrégularité. Vous voyez la situation, l'impasse dans laquelle ils nous ont mis. Donc, est-ce que finalement, on n'est pas dans une sorte de théâtre où tout le monde joue sa part du jeu, notamment les gens du pouvoir? Vous dites qu'ils ne vont pas respecter les tests, vous le savez, mais vous participez au jeu électoral. Et puis, vous attendiez même à gagner ces élections-là. Est-ce que là, ceux qui vous écoutent, ceux qui vous regardent, est-ce qu'ils ne vont pas avoir le sentiment qu'ils sont en face de vrais comédiens? Je ne suis pas, je vous dis avec sincérité que je ne joue pas à la comédie. Je ne parle pas de vous personnellement. Voilà, mais c'est pour leur dire il y a toute l'opposition, vous savez, et puis il y a le pouvoir. Pour leur dire que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles deviennent plus difficiles. J'ai raconté déjà cette histoire plusieurs fois déjà sur les médias et depuis une semaine environ. J'ai pris ma fille qui s'apprêtait à aller jouer un match de basketball. Et elle me dit, papa, je ne me sens pas bien, mais de toute façon, ils nous ont toujours gagné. C'est ce qu'elle m'a dit en partant. Et je m'étais mise en colère. En colère en me disant, mais comment pourrais-tu penser un seul instant que tu as déjà perdu un match alors que vous n'avez pas encore joué? C'est inimaginable. Je lui ai dit, sors d'ici. Et elle est partie. 2h30 après, elle revient en criant, papa, papa, regarde. Et elle me montre sa médaille d'or. Ils ont battu cette équipe-là. Vous voyez, c'est ce travail psychologique que nous devons faire. Les abstentionnistes, ils sont nombreux au Togo. Et c'est ce qui fait que le régime peut également gagner. Je demande à tous les Togolais, détenteurs de leur carte d'électeur, sortez et votez le 22. Si vous pensez, je vous demande de voter Wolof, bien évidemment, mais si vous pensez que vous n'allez pas voter Wolof, votez au moins l'opposition dans son ensemble. Ben je sais, je vous demande a priori de voter pour Wolof. Si vous votez à 80% pour Wolof, je ne vois pas ce qui pourrait arriver pour que le régime s'approprie cette victoire. Mais si vous dites parce que les jeux sont déjà faits, je reste chez moi, vous êtes complice de la situation. Sortons, battons-nous pour dire que quand bien même les conditions ne sont pas favorables, cette fois-ci, nous prendrons toutes les dispositions pour gagner ces élections. La victoire est d'abord psychologique avant de devenir une réalité matérielle. Il y a cette question de folie, Fabrice. Il dit, après votre accession au pouvoir, est-ce que vous continuerez pas à donner des cours à l'université? J'avoue que les cours me manqueront. Honnêtement, les cours me manqueront. Et j'aurais bien souhaité le faire. Mais j'y réfléchis. Parce que la constitution togolaise ne permet pas ce cumul. Et la question que je me suis posée, pour vous dire que je suis sérieux dans ma candidature, si je décidais de continuer par donner certains cours sans rémunération, est-ce que cela serait aussi contraire à notre constitution? C'est la question que je me suis posée parce qu'aucun cumul n'est possible avec la fonction du chef de l'État. Il y a la question de Roger Kofi. Est-ce que vous avez les moyens pour sécuriser votre victoire, quelle que soit la personne qui sera déclarée côté opposition? Si nous prenons ces dispositions telles que je l'ai dit, nous avons nos procès-verbaux et nous les présentons, et je crois bien évidemment que nous pourrons défendre en ce moment nos résultats. Et ce sont ces précautions que je demande à tous les Togolais de prendre. De sorte que, ce qui se fera dans les urnes puisse être proclamé dans les bureaux de vote par bureau de vote. Faites donc du dépouillement un événement public. Restez à côté, ne partez pas. Et que les procès-verbaux soient même affichés. Et que nous puissions, dès que possible,
faire photographier donc ces procès-verbaux et que nous puissions les compiler. Et c'est ce qui nous permettra de savoir, avec preuve à l'appui, qui a gagné ces élections. C'est indispensable. Vous savez, contrairement à ce que les gens pensent que tout est déjà fait, le régime n'est pas serein. Le régime n'est pas du tout serein. Quand vous voyez leur attitude, c'est qu'ils se disent eux aussi que tout est possible. Et quand on dit que tout est déjà fait, c'est pour démobiliser l'opposition. Je vous en supplie, chers compatriotes, ne vous démobilisez pas. Mobilisons-nous, travaillons pour cette victoire. Il faut y croire. On ne jette pas les armes avant la bataille. Sur le terrain, il y a le chef de l'État, vous l'avez sans doute vu, regardé à la télévision nationale, où vous avez lu les commentaires. Et il est constamment sur le terrain, et il est ici, il est là-bas, et il lance des chantiers, il inaugure. Quel est votre commentaire sur toutes ces activités qu'il fait depuis quelque temps? Écoutez, les Togolais regardent, les Togolais voient, les Togolais savent ce qu'il n'a pas pu faire depuis longtemps. Les Togolais comprennent, et ces courses de gauche à droite qui en principe ne doivent rien changer. Et personne n'est dupe aujourd'hui. Et d'autant plus que lui-même sait qu'il a fait son temps. Si après 3 mandats, il y a des choses qu'il n'a pas eu à faire et que c'est maintenant qu'il les fera, je suis persuadé qu'il ne les fera plus jamais. Et pour ces raisons, il vaut mieux véritablement le chef de l'État qu'il le comprenne. Je n'ai absolument rien contre lui. Mais notre pays doit pouvoir avancer. Et avancer dans l'entente mutuelle et dans le respect mutuel. Nous le respectons, qui nous respecte le peuple togolais également, qui se disent que j'ai fait mon temps. Et ensemble, on pourra aussi construire l'avenir. Il y a cette dernière question de Impact Togo, et pourquoi ne pas organiser un débat télévisé avec tous les candidats au premier tour? Est-ce que vous êtes prêt éventuellement à l'idée de participer à un débat télévisé à fête sur un plateau? Moi, ça ne me dérangerait pas. Mais je souhaiterais vivement que tous les candidats viennent. Et si malheureusement certains se font représenter, peut-être que je me ferai représenter. Mais a priori, je suis totalement ouvert à tout débat. Voilà. Le débat d'ici, c'est fini. Professeur Oulou Komi, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 22 février prochain sous la bannière du parti politique, le PS. L'émission sera diffusée tout à l'heure à partir de 19h. Vincent Lasbogakou dehors, merci d'être resté à la technique. Moi, je suis Pierrot Atiogbe. Le prochain rendez-vous, c'est dimanche midi. Au revoir.